conscient. Qu'est-ce qu'on va faire ensemble? L'idée qu'on va explorer ensemble quelques secrets. Je ne pense pas qu'on va être exhaustif et je vais être votre guide. C'est un sujet que j'aime, que je travaille et qui me travaille de différentes manières depuis bientôt 40 ans. Et en fait, le domaine de la conscience, depuis le moment où j'ai découvert la méditation et le développement personnel, j'étais assez jeune à l'époque, j'avais 17 ans et j'ai fait un stage de méditation en Suisse qui m'a vraiment marqué. Puis j'ai continué ensuite. Et puis dans ma vie professionnelle, j'étais exposé à des leaders intéressants, comme Steve Jobs, puisque j'ai travaillé pour Apple un long moment, comme John McKee, qui est le patron de Whole Foods aux États-Unis, qui pourrait être un exemple de leader conscient, comme Ken Wilber, qui est un philosophe qui a théorisé beaucoup la chose. Et puis je me suis trouvé aussi en position parfois d'autorité, de manager, puis de directeur général, puis de président d'une société, et avec de grandes interrogations sur ce que ça voulait dire être un leader. Je ne me sentais pas leader du tout. Et qu'est-ce que ça voulait dire? Comment ça pouvait s'exercer avec justesse? Donc voilà, je vais en 1 heure partager mes découvertes de 25 ans d'expérience. Ça vous gagnerez du temps et ça me donnera le plaisir de partager avec vous. Je pense que ça vient, j'ai retrouvé cette photo d'enfance, je me demandais d'où vient mon intérêt pour le leadership. J'étais le dernier d'une famille de 4 garçons et c'était très difficile de trouver son leadership dans une famille comme ça. Vous êtes le dernier, vous êtes obligé de lever la main, de dire oui, j'existe. Et donc, comme souvent, c'est à travers les difficultés qu'on a qu'on se met à s'intéresser au sujet. Pourquoi la question du leadership est une question importante? Nous faisons collectivement actuellement face à beaucoup de crises. C'est un gros mot, crise, mais il y a des réelles crises, à la fois potentielles et réelles, écologiques, sanitaires, peut-être énergétiques un jour, économiques, financières, des crises d'inégalité. Et beaucoup de ces crises sont liées à un mode de leadership, au mode de leadership qui a été celui qui a été le nôtre depuis l'aube de l'humanité, qui s'est transformé au cours du temps, mais qui se caractérise beaucoup par un manque de conscience. Et ça a produit les effets qu'on constate aujourd'hui. Donc ça, c'est sur l'aspect collectif. Sur l'aspect individuel, je pense, mon credo est que je pense qu'on a chacun un rôle à jouer, une responsabilité, à la mesure de là où on est dans le monde, et, que si nous avons la chance ou le poids d'être dans une position d'autorité, de pouvoir dans une organisation, si nous nous transformons, ça aura un impact et un effet de levier sur l'organisation. C'est vrai pour nous et c'est vrai pour les dirigeants que nous accompagnons, pour ceux d'entre nous qui accompagnons des dirigeants. Donc voilà mon pourquoi. Alors, commençons juste par un peu d'explication de texte, parce que les mots ont leur importance, et le mot leadership est un mot très chargé. Il vient du monde de l'entreprise. J'ai constaté des fois qu'il provoque des boutons chez certains. Ils n'aiment pas l'idée de leadership. Il y a des centaines de livres qui ont été écrits sur le sujet, des dizaines, enfin des milliers d'articles, que dis-je, et il y a beaucoup de conceptions différentes de ce que ça désigne. Mais il y a un certain nombre de points qu'on retrouve. L'idée que, d'abord, le leadership est lié à la notion de collectif. Le leadership, c'est d'abord l'idée qu'un collectif a besoin, pour avoir plus de force. Potentiellement, il a plus de capacité qu'un individu isolé, il est plus fort, son intelligence, l'intelligence de plusieurs cerveaux est plus grande que celle d'un seul cerveau, normalement. On peut diviser les rôles, donc travailler en parallèle et être plus efficace. Et puis, on a plusieurs perspectives sur la réalité, parce qu'il y a plusieurs yeux qui regardent le monde. Donc, potentiellement, un collectif a plus de capacité. Par contre, ce qui se produit souvent, c'est qu'un collectif, ça peut être ça. C'est-à-dire, ça peut être des perspectives différentes, des directions différentes, et quelque chose de profondément incohérent. Donc, l'idée du leadership, c'est l'idée que, d'une certaine manière, on va réussir, avec plusieurs modalités, à unir, synchroniser, rendre cohérent des désirs, des forces, des directions qui ne le sont pas forcément. Donc le leadership, c'est cette question de comment, d'un collectif qui ressemble plus à un mouvement brownien, à un gaz, en faire quelque chose de cohérent comme le serait un laser. À l'intérieur de chacune des petites flèches que j'ai là, il y a aussi un collectif. C'est le collectif qui est à l'intérieur de nous. Et on sait très bien qu'à l'intérieur de nous, il y a des tendances qui nous mènent dans un sens, dans l'autre, et que parfois, c'est compliqué de savoir dans quelle direction on va avancer. Donc, la question du leadership, elle se pose aussi sur le collectif qui est à l'intérieur de nous.
Walt Whitman disait que nous sommes une multitude. Et voilà, comment faire que ça ressemble plus à ça parfois, notre intérieur, qu'à ceci. Deuxième point important que je voudrais aborder avant de rentrer dans les secrets, c'est l'idée que la capacité de leadership est différente de la position de leadership. La capacité de leadership est une capacité individuelle, elle est liée à un individu, alors que la position de leadership ou la position de pouvoir est liée à l'extérieur, est liée à ma place dans une organisation. Je suis le chef, je suis le directeur général. Cette position dans une association, dans une entreprise, crée un pouvoir particulier, mais ça ne dit rien de ma capacité de leadership. Donc, pour moi, je définirais la capacité de leadership comme la capacité intérieure, et on peut parler de position de leadership ou de position de pouvoir comme l'aspect extérieur, et en essayant de ne pas confondre les deux. Ainsi, pour donner une illustration, voilà une structure assez typique d'organisation hiérarchique, pyramidale, avec le pouvoir qui est réparti, avec plus de pouvoir en haut qu'en bas, parce que voilà, la structure a été faite ainsi. Toutes les structures ne sont pas comme ça, mais c'est quand même une structure très typique des organisations. Mais la répartition du leadership à l'intérieur, si on regarde les individus, peut être différente. Certains qui peuvent être en bas de l'échelle de pouvoir peuvent avoir une capacité de leadership plus grande. On va voir ce que ça signifie, mais c'est donc une distinction à bien, pour moi, bien intégrer. OK. Alors, le consensus qui va autour du leadership, s'il y a beaucoup de définitions, c'est de dire, c'est lié à la notion d'influence sur un collectif. Un leader, c'est quelqu'un qui influence par différentes manières un collectif, intérieur, extérieur. Donc, cette notion d'influence est clé. Deux, il y a une notion de mouvement. To lead, c'est mener, c'est guider. Donc, il y a la notion d'aller quelque part et de se déplacer. Il y a une notion donc d'action associée. Ce n'est pas simplement avoir une influence, mais une influence dans un certain sens. Il y a une notion d'innovation. Si je vais quelque part de nouveau, il va se passer des choses nouvelles. Et donc, j'ai une balance entre faire du nouveau et donc prendre des risques. Associé au leadership, il y a la notion, en général, de prise de risque potentiel. Et c'est pour ça que c'est une position, une capacité qu'on n'a pas forcément envie d'assumer. Et puis, enfin, c'est ce que je disais, c'est une capacité qui se développe. C'est pas comme l'intelligence, comme la capacité artistique. C'est une capacité qui peut se développer au cours du temps. Notez aussi en français que quand on parle de direction de mouvement, il y a la notion de sens. Et le sens a un double sens en français, c'est à la fois le sens dans lequel on va, mais aussi la signification de notre action. Et on verra que le leadership, c'est aussi lié à cette capacité de construire du sens. Et puis, il y a deux dimensions. Il y a une dimension relationnelle, parce que pour influencer les autres, je dois être en relation avec eux. Puis une dimension d'action, parce que pour que le mouvement se fasse, il faut que j'agisse. Donc, ces cinq sous-dimensions, je dirais, sont assez reconnues comme faisant partie du concept de leadership. Prenons le second mot, leadership conscient. Alors, on ne s'attaque pas aux concepts les plus simples aujourd'hui. La conscience. Suivant qu'on interroge un neuropsychiatre, un neurologue, un mystique, un philosophe, un psychologue ou un théoricien du leadership, on aura des réponses différentes. Mais il y a quand même un certain nombre de points communs. Le premier, c'est de dire que la conscience, ça a un rapport avec notre intériorité. La conscience, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous, et c'est l'expérience intérieure que l'on vit. Le second, c'est que la conscience est liée à notre capacité de représentation du réel. C'est-à-dire, ma conscience, elle me permet aujourd'hui de voir cet écran en face de moi, de voir derrière une fenêtre, derrière il y a la mer. Je suis capable d'identifier ces éléments, de me les représenter, et à tout instant, ma conscience en double, à la mesure de ce dont je prends conscience, de ce que je vois et de mon attention, se représente le réel. Et cette capacité se développe avec la connaissance. Si je suis un chef d'orchestre, si j'écoute une symphonie, je n'entendrai pas la même chose que quelqu'un qui connaît absolument rien à la musique. Donc l'apprentissage permet d'avoir des capacités de représentation plus larges et plus subtiles, plus nuancées.
La troisième chose, c'est que c'est une expérience multiple. Il se passe beaucoup de choses à plusieurs niveaux en même temps dans la conscience, au moins trois dont nous avons conscience. Le premier niveau, voilà les trois niveaux que j'ai représentés de manière extrêmement graphique. En bleu, disons que c'est notre mental. Ce sont nos pensées qui s'agitent. Il y a des réseaux de pensées qui clignotent. En bas à droite, ce sont nos émotions qui sont aussi en mouvement à tout instant. Et en bas à gauche, ce sont nos sensations. Puis j'ai fait un trait pointillé parce qu'on est ouvert sur le monde de différentes manières. Et si l'extérieur, c'est la zone bleue, nos trois sous-systèmes de conscience sont en relation. Donc ça, c'est assez simple. C'est une expérience qu'on a tous de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Très souvent, ce qui se passe dans nos cultures occidentales, et plus particulièrement depuis l'époque des Lumières, c'est que on a donné un gros poids à la pensée, à la pensée, donc à l'aspect cognitif des choses, au détriment des émotions et du corps. Donc, à tel point que quand on représente j'étais à Oxford l'été dernier, vous voyez à l'entrée du bâtiment principal, les principaux savants, Shakespeare, c'est un buste, c'est la tête qui représente les gens. Le reste est accessoire. Évidemment, les émotions sont dures à représenter, mais le corps n'existe pas. Donc ça, c'est très typique d'une manière partielle d'utiliser sa conscience. Donc, j'y reviens, c'est intérieur, une capacité de représentation, une expérience multiple, mais c'est aussi une activité réflexive, c'est-à-dire que notre conscience a la capacité de se regarder elle-même. Il semble, on ne peut pas en être sûr parce que nous ne communiquons pas suffisamment finement avec les animaux, mais que c'est une caractéristique humaine d'être capable d'examiner le contenu de sa conscience, non seulement de porter sa conscience vers l'extérieur, mais d'aller voir quelles sont mes pensées, quelles sont mes émotions, quelles sont mes sensations. Donc d'être capable de retourner sa conscience sur elle-même, ça suppose un certain niveau de complexité du système pour que ça puisse être possible, mais c'est au moins, on est sûr que ça existe chez les hommes, ça existe sans doute chez des grands primates. En tout cas, c'est une capacité d'examiner ses propres contenus de conscience, ce qu'on appelle la conscience réflexive. Et puis, il y a un dernier aspect, c'est que c'est aussi une machine à interpréter. Non pas à interpréter, mais à interpréter, il faut interpréter le mot dans le bon sens. C'est une machine à interpréter l'extérieur. On ne peut pas faire l'économie d'interpréter le monde. On l'interprète à travers une vision, à travers des histoires que nous avons apprises, qui définissent comment le monde fonctionne, quelle est notre identité, qui je suis. C'est une histoire qui me permet d'interpréter ce qui se passe, comment la réalité est, comment elle devrait être. Et le plus souvent, nous n'avons pas conscience des histoires dans lesquelles nous sommes, qui nous gouvernent, et des filtres à travers lesquels nous voyons le monde. Ce serait très fatigant d'en avoir conscience en permanence, mais souvent nous n'en avons même pas conscience de l'existence de ces filtres. Pour nous, ou en tout cas jusqu'à un certain âge, un certain moment de maturité, la réalité est ce qu'on voit, et ceux qui voient différemment sont ou dans l'erreur ou dans la mauvaise foi. Et comprendre que la conscience, c'est aussi une machine interprétée est essentiel à un moment donné pour grandir, parce que sachant que c'est une machine, je vais pouvoir choisir mes interprétations. Et maintenant, on fait très progressivement, on va combiner les deux mots et parler de leadership conscient. Dire leadership conscient, ça veut dire qu'il y a sans doute un leadership inconscient, en creux, puisque je parle de leadership conscient. Donc, c'est peut-être une manière de définir l'un et l'autre, c'est de les opposer, sachant que l'un et l'autre ont leur place. Et j'ai essayé dans deux tableaux de séparer les deux. Vous voyez ici que c'est un spectre continu. Ce que je veux exprimer par là, c'est que on n'est ni jamais tout à fait inconscient, ni jamais tout à fait conscient. On est quelque part, et ce quelque part varie à un moment donné dans le temps. Mais voilà, ce que j'appellerais le leadership inconscient, c'est quand je suis en mode pilote automatique, quand les choses se font toutes seules sans que j'ai besoin d'y prêter attention. Je conduis ma voiture. Parfois, tout mon travail, toute ma journée de travail, si je suis dans la routine, va être en mode pilote automatique, et je serai le soir et je me demanderai ce que j'ai fait.
Le leadership conscient, je serais plus en mode manuel. Il y a un orage, je pilote un avion, j'arrête le mode automatique pour pouvoir piloter plus finement et agir avec plus de justesse. Quand je suis en leadership inconscient, je n'ai pas conscience qu'il y a des réactions quasi, pas, je ne vais pas dire instinctives, mais des réactions automatiques qui se créent entre moi et le monde. Il y a le monde, et pof, je réagis sans qu'il y ait d'espace entre les deux. Et je ne vois même pas qu'il y a un problème. Si mon épouse me fait une remarque, je réagis tout de suite sans voir qu'il y a quelque chose en moi qui réagit de manière automatique aussi. Dans le mode leadership conscient, j'aurais plus conscience de cette réaction qui est en train d'émerger plutôt que d'être mené par elle. Le leadership inconscient maintient une forme de statu quo, il maintient un équilibre, alors que le leadership conscient est capable d'innover et de transformer les choses. Je vais passer un peu vite là-dessus. Le leadership inconscient est souvent beaucoup plus centré sur soi, il est égocentré, et le leadership conscient beaucoup plus centré sur plus large que soi, ce que Otto Scharmer appelle l'éco-conscience. Enfin, ce n'est pas de l'écologie, mais au sens plus large que moi. Le leadership inconscient, étant réactif, crée des gens qui réagissent et qui sont eux-mêmes des suiveurs, qui suivent qui suivent le leader plus qu'autre chose. Alors qu'un leadership conscient peut créer des co-leaders, peut éveiller la même conscience chez les gens sur laquelle ils s'expriment. Et le leadership inconscient est très efficace d'une certaine manière. En terrain connu, en terrain non trop mobile, le leadership conscient, on le verra, est plus efficace face à l'incertitude de... Bon, il faut que je soigne ma dyslexie. Mais bon, ces slides-là datent d'il y a peu de temps. Et donc voilà, la distinction que je ferai entre leadership inconscient et leadership conscient. Alors, qu'est-ce que j'appelle leadership conscient? Pour essayer de donner une définition positive de la chose, c'est l'idée de prendre, la responsabilité de notre expérience. Mon expérience m'appartient, et être un leader conscient, c'est assumer la responsabilité de ce que je vis. Si vous, en m'écoutant parler, vous considérez que ça n'a pas d'intérêt, vous avez la liberté de le penser et de quitter. Votre expérience est la vôtre, et vous avez, voilà, ne pas faire reposer sur les autres le poids de sa propre expérience. De prendre la responsabilité de notre interprétation du monde, de notre interprétation de la réalité. Donc, ça veut dire apprendre à la voir, apprendre à travailler dessus. Et enfin, prendre la responsabilité de l'influence qu'on a sur les autres et aussi de l'influence que nous laissons les autres avoir sur nous, qui est un autre sujet, mais c'est très clair que être conscient, c'est aussi avoir conscience de l'influence que nous recevons et choisir l'influence qu'on veut recevoir. Voilà la définition positive. Bon, vous avez patienté suffisamment, vous avez droit à 7 secrets, et même quelques secrets en prime. Donc, le premier secret du leadership conscient, c'est que c'est un chemin de transformation. Ça n'est pas un moment d'éveil et soudain, je deviens un leader conscient. Non, il n'existe pas en tant que tel, c'est juste un chemin. On voit sur la marelle qu'a dessiné ce jeune enfant new-yorkais, sans doute inspiré par les gratte-ciel, que ça va de la terre vers le ciel, mais le ciel, il est en train de continuer. Ce n'est pas terminé. Donc, on ne peut pas se dire un jour, tiens, je suis arrivé, je suis un leader conscient. Donc, c'est un peu semblable à une ascension en montagne. Vous savez, on monte, il y a des sommets, puis après, on progresse. Mais pour aller au sommet suivant, il faut descendre, puis remonter. Mais à chaque sommet, on a une perspective plus large du monde qui nous entoure. Donc, c'est un chemin progressif, c'est un chemin de métamorphose, donc de transformation successive. Un peu comme un enfant s'est transformé, mais radicalement, entre un nouveau-né, un enfant de 2 ans ou de 4 ans, un enfant de 10 ans, un adolescent. C'est des êtres différents qui se sont transformés. Donc, ce sont des transformations successives, physiques pour l'enfant, cognitives, émotionnelles chez l'enfant, mais chez l'adulte, ce sont aussi des transformations possibles. Donc, la première idée, c'est que vraiment, c'est un chemin de transformation.
Je vous donne un exemple en matière de leadership. Voilà un modèle qui est le modèle qui s'appelle Leadership Agility, qu'on explore dans l'atelier sur le leadership conscient, qui dit que le leadership passe par plusieurs phases successives qu'on peut grimper, et puis on peut s'arrêter à un niveau à un moment donné. Donc, ça se passe par de la formation, on apprend des compétences nouvelles, mais ça se passe aussi par une transformation qui est verticale et qui fait que le monde se transforme à chaque étape. L'expert, par exemple, tire son leadership du fait qu'il a de la connaissance. Mais ça le limite aussi parce qu'il s'identifie à son expertise. Il est sa connaissance. Et, et ça limite son ouverture d'esprit, ça limite ses possibilités. S'il grandit autour de son expertise, il peut devenir un achiever performant, c'est-à-dire il utilise son expertise au service d'objectifs qui sont les siens ou qui sont ceux de l'organisation. Et là aussi, à un moment donné, il sera limité. Et donc, il y a toute une échelle ou une progression qui a été analysée, étudiée de mille manières. Il y a plusieurs modèles parallèles autour de l'évolution de la conscience et du leadership et qu'il est important de connaître. Je vous donnerai des références. Je ne peux pas entrer dans le détail en si peu de temps, mais il y a un chemin de développement, un peu comme un chemin de développement des enfants quand ils grandissent, sauf que ce chemin est un peu invisible parce que notre corps ne change plus et que ce chemin-ci est intentionnel. Autant un enfant grandit seul juste avec de la nourriture et un peu d'amour, autant un adulte, un leader aura besoin d'intention pour cela. L'idée aussi, c'est que vous voyez des étapes, mais au bout du compte, c'est plus une extension de l'identité. À l'intérieur du performeur, il y a un expert. À l'intérieur du catalyseur, il y a un performeur et un expert. Donc, il y a des strates successives qui s'élargissent et l'identité n'est plus encapsulée dans un seul niveau, elle s'étend, elle s'élargit et elle a plus de possibilités. Donc, c'est ça aussi l'idée derrière ces stades de développement. Donc, c'était que faire pour progresser dans ce domaine-là? C'est assez cognitif au début, il faut découvrir les cartes du territoire. Donc, il y a plusieurs cartes qui expliquent cette progression. Il y en a une qui s'appelle Spiral Dynamic. Il y a un auteur qui s'appelle Robert Kagan qui a beaucoup travaillé sur le développement de l'adulte. Il y a Bob Anderson qui a aussi travaillé sur le développement du leadership. Je vous donnerai des références à la fin pour aller plus loin à travers des livres, si vous le souhaitez. Ouais, non, je ne vais pas vous parcourir tous les niveaux de développement de l'humanité, ce sera un petit peu long. Mais tiens, voilà un exemple de comment, à travers le passage de l'expert au performeur, au catalyste, à la fois la conscience de soi s'élargit, et l'intention, la conscience du temps, aussi de la capacité de prendre en compte des systèmes plus grands, et puis aussi la capacité d'empathie, la curiosité s'élargit. Donc c'est une sorte de cône, et ça représente en 3 dimensions l'idée qu'en grandissant, on inclut les étapes précédentes. Secret 1 bis, il n'y a pas de transformation sans pratique. Ce n'est pas possible de passer d'un état A à un état B différent sans avoir pratiqué. C'est vrai de la musique, c'est vrai du sport, mais c'est vrai du leadership aussi. Et donc, la pratique est un secret clé. Ça demande des pratiques intentionnelles, ça ne va pas se faire tout seul, il faut l'intention de les pratiquer, des pratiques régulières, donc le plus, si possible, quotidiennes, d'avoir tout un ensemble de routines de développement et des pratiques qui évoluent. Parce qu'au fur et à mesure qu'on grandit, c'est comme le sport, au fur et à mesure qu'on se développe ou au fur et à mesure qu'on apprend un instrument, on va progresser et avoir des pratiques de plus en plus complexes ou de plus en plus exigeantes. Donc, la transformation demande des pratiques et ces pratiques doivent absolument être intentionnelles. C'était le secret 1 bis. C'est un chemin et il faut des pratiques. Le secret numéro 2 est que c'est essentiel d'apprendre à cultiver sa présence. À la fois la présence à soi-même, à ce que je ressens, à ce que je vis dans mon corps, dans mes émotions, dans ma tête, mais aussi la présence aux autres. Et cette présence passe par la capacité d'attention aux autres. J'ai copié dans mon dictionnaire en ligne
un très joli tableau que j'aime bien, qui est une table de conjugaison. Grammaticalement, il y a beaucoup de temps. Il y en a peut-être une quinzaine, plus les modes, ça fait beaucoup. Mais existentiellement, il n'y en a que deux. Il y a est-ce que je suis présent ou est-ce que je suis absent? Le passé, le futur, est-ce que je suis là vraiment maintenant dans ce que je fais ou est-ce que je ne suis pas là? Les latins disaient age quod agis, fais ce que tu fais, au sens fais bien ce que tu fais, sois dans ce que tu fais, sois entièrement dans ce que tu fais, sois présent. Il n'y a pas le choix. Là, on est vraiment soit absent, soit présent. Et on sait très bien quand quelqu'un est absent, ça se sent, et on sait très bien quand quelqu'un est présent. Et il y a une qualité particulière de la présence, et c'est une qualité essentielle pour le leadership conscient. Je, euh, attendez, je vous dormais dans le passé. Oui, c'est une citation d'Osho, qui était quelqu'un qui a introduit le bouddhisme aux États-Unis. L'esprit est votre sommeil, c'est un peu tronqué. Vous dormez soit dans le passé, soit dans le futur. Les deux sont des façons de dormir, dit-il. Et lorsque je dis éveillez-vous, en fait, il vient de l'école zen, Osho. L'idée, c'est de provoquer un éveil en créant des situations un peu inhabituelles et absurdes. Quand je dis éveillez-vous encore et encore, ou lorsque Bouddha dit réveillez-vous, la seule chose qu'il indique, c'est venez habiter le présent. Donc, ça, on trouve ça dans les traditions spirituelles, mais il n'y a pas besoin d'aller dans une tradition spirituelle. Habiter le présent est absolument essentiel pour exercer son leadership. Il y a plein de pratiques pour ça. Il y a des pratiques comme les pratiques contemplatives. Il y a 1000 manières de le faire. La pêche à la ligne peut en être une. Les promenades dans la nature. Il y a des pratiques plus spécifiques comme la méditation. Et puis, il y en a d'autres qui travaillent sur ce qui nous empêche d'être présents. Le travail sur soi ou le développement personnel, souvent, va explorer des zones de notre intérieur qui ont été blessées, touchées, et qui s'activent, et qui, à un moment donné, fait qu'on n'est plus présent à ce qui se passe, on est présent à notre histoire ancienne, on est présent à ce qui s'est passé avec mes parents il y a 20 ans, et qui m'empêche d'être là, parce que finalement, je réagis pas à ce qui est présent devant moi, je réagis à un souvenir. Donc, l'idée de développement personnel ou de travail sur soi pour apprendre à être présent est essentielle. Puis il y a des pratiques qui apprennent à être présent physiquement, comme la danse, le travail du corps. Je sais pas, moi, je pratique l'aïkido, qui est une manière d'apprendre à être là, parce qu'on peut pas ne pas être là quand on pratique quelque chose de corporel. Le corps, il est là dans le présent et nulle part ailleurs. Un petit mot sur la méditation. Voilà, je vous parlais tout à l'heure des pensées, des émotions et des sensations. Et puis il y a une petite zone, un petit triangle que j'ai mis au milieu, quand on médite, cette partie de soi où on apprend à revenir, qui observe les pensées, qui observe les émotions, qui observe les sensations, mais qui n'est pas dans les pensées. C'est-à-dire une sorte d'observateur qui regarde ce qui se passe à l'intérieur de soi, comme si, je ne sais pas, la vie était un jeu vidéo et que je suis en train de jouer, donc je vois ce qui se passe à l'intérieur de moi, mais je ne suis pas enfermé dans mes pensées. Et la pratique de la méditation fait que cet espace grandit. Donc, à un moment donné, il peut devenir suffisamment vaste pour que les pensées, les émotions et les sensations fassent partie de cet espace plutôt que soit des endroits où je suis enfermé. Cet espace peut grandir de manière chez des gens qui pratiquent beaucoup, et on voit que leur cerveau se modifie et leur rapport au réel se modifie, et leur rapport à leur intériorité se modifie. Donc, c'était le secret 1 bis, qui était, 2, qui était d'être présent et attentif. Pour être attentif, il faut savoir attentif à quoi, présent pourquoi. Et donc, il y a l'idée de cultiver une intention. Une intention, c'est d'arriver à chaque moment avec une intention, pas être là sans savoir pourquoi on est là. Une intention, ce n'est pas un objectif forcément, mais c'est quelque chose de plus large, sans doute de moins spécifique. C'est la direction dans laquelle on se dirige, dans laquelle on veut aller et qui vient de l'intérieur. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas donné, qui doit être clarifié. Quelle est mon intention? Qui sert-elle? Que sert-elle? Comment elle peut s'exprimer? Et souvent, le déficit d'intention, je n'ai pas assez d'intention, donc je ne suis pas attentif. Et ça donne chez les enfants, je ne l'ai pas fait exprès, qui est juste pas attentif, pas d'intention, je ne l'ai pas fait exprès. L'intention comme la présence est très perceptible pour les autres, même si rien n'est dit. Donc, grandir, se développer demande de l'intention. La pratique demande de l'intention, c'est vraiment une dimension super importante. Avec
en grandissant dans le spectre de la conscience, l'intention va s'élargir. Au début, mon intention, elle va me concerner moi essentiellement, mes besoins, mon bien-être. Et puis, on fait partie d'une communauté, d'une tribu, d'une famille. Donc, j'étends mon intention à mes proches, à ma famille. À ma tribu, ça peut être mon entreprise, ça peut être mon service, ça peut être ma nation. Mais voilà, il y a un cercle, donc j'étends mon intention un peu plus large que moi. Et puis, en grandissant, cette intention peut s'élargir. Bon, là, je suis sorti de l'entreprise, elle peut s'élargir à tous les êtres humains, elle peut s'élargir à tous les êtres vivants. C'est le moment où nos enfants adolescents veulent devenir végétariens. Mais sans plaisanter de la chose, c'est un moment où on a conscience de plus large, qu'on fait partie d'un système plus large et que mon intention va plus large que moi. Et puis, il peut s'étendre pour les grands mystiques que nous ne sommes pas, au cosmos tout entier. L'idée aussi, c'est de ne pas privilégier l'un aux dépens de l'autre. Ce n'est pas ma tribu à la place de moi, ce n'est pas tous les êtres humains à la place de ma tribu, c'est inclure à chaque fois et transcender, c'est-à-dire élargir son cercle. Et donc, l'idée de savoir, de travailler son intention avant de vous rejoindre, j'ai réfléchi à quelle était mon intention. Alors, il y a une part de mon intention qui est de promouvoir l'atelier que je fais en septembre, mais finalement, elle n'est pas si essentielle que ça. D'abord parce que j'ai un moment de ma vie où l'aspect financier des choses est moins essentiel. Et donc, mon intention, elle est un peu plus large. C'est que je crois profondément à ce que je vous présente là, à l'idée qu'on peut développer sa conscience, que le leadership est un endroit avec un fort effet de levier. Donc, mon intention, c'est de partager ça avec l'idée que ça peut se partager de proche en proche, et ce n'est pas la vérité, mais ça peut contribuer à ce mouvement que j'aspire de mes voeux. Donc, les pratiques autour de l'intention, je vous ai dit que les pratiques étaient clés, c'est par exemple faire une pause avant de s'engager dans l'action. Prendre un moment pour s'arrêter, se dire quelle est mon intention, la nommer, essayer de la clarifier. Souvent, le désir et l'intention sont proches. Clarifier qu'est-ce que je souhaite vraiment. Et c'est une pratique parce que ça rend intentionnel ce qui ne l'est pas nécessairement. C'était le deuxième secret. Troisième secret, l'idée de mettre de la conscience dans sa parole. Les mots veulent dire quelque chose. On dit que la parole a un pouvoir créateur. Certainement, il en a. On sait que la poésie en a, les histoires en ont. Je fais de la magie comme loisir, enfin, depuis longtemps. Et il y a un mot qui est le mot abracadabra, qui semble être un mot destiné aux enfants pour prétexter, faire de la magie. Mais en fait, c'est un mot qui vient de l'araméen et qui veut dire par mes mots, je manifesterai, par ma parole, je manifesterai. Donc, c'est un vrai mot magique finalement, ou considéré comme tel, l'idée que les mots sont créateurs. Tous les grands leaders sont de grands orateurs, ont une capacité oratoire, consciente, inconsciente, mais ça va de leaders comme Hitler, qui avait travaillé son art oratoire, à un Obama, dans une autre dimension du spectre, à un Trump d'un côté, etc. Tous les leaders qui ont une forme d'efficacité sont de grands orateurs. Et la langue peut être la pire et la meilleure des choses. Elle peut inspirer les gens et les mener vers le meilleur, et puis elle peut les rétrécir, faire agir les peurs, etc. Donc, l'idée que les mots sont ou des fenêtres ou des murs, que ça ouvre quelque chose ou que ça crée un mur avec les autres, est une idée forte. Tiens, j'ai juste envie de prendre une explication de texte sur le titre de ce webinaire, les 7 secrets du leadership conscient. Bon, j'aurais vu ce titre-là, je ne suis pas sûr que je serais venu au webinaire parce que je me serais dit, oh, c'est très accrocheur. Donc, déjà, il peut susciter quelque chose. Mais il sous-tend beaucoup de choses derrière lui. Il sous-tend, par exemple, qu'il en accepte, puisque je dis les 7 secrets. Donc, que dans ce webinaire, on va découvrir une totalité. On va couvrir la totalité des 7 secrets, ce qui est magnifique. Il sous-tend qu'il y en a 7, donc ça va être quelque chose d'actionnable. Il n'y en a pas 267 dont je ne saurais que faire, il y en a 7. Je dois pouvoir me débrouiller avec 7 secrets.
il sous-tend qu'il y a des secrets, c'est-à-dire que tout n'est pas en pleine vue, qu'il y a des gens qui connaissent les secrets, dont je serai, et que je peux les partager, d'autres qui ne les connaissent pas. Donc, ça crée une sorte de mouvement intérieur qui est de se dire, je veux, moi, quand quelque chose est secret, j'ai envie de connaître le secret. Et je vois bien en faisant de la magie qu'une des tendances naturelles des spectateurs, c'est de se dire, oh, j'ai envie de savoir comment c'est fait, quel est le secret. Donc, l'idée qu'il y a un secret, ça convoque quelque chose de très réactif en nous. Et puis, il y a le secret du leadership, ça laisse entendre que le leadership est quelque chose de souhaitable et conscient, ça laisse entendre qu'il y a une forme encore plus souhaitable du leadership qui serait le leadership conscient. Donc, il y a plein de choses qui sont véhiculées par la moindre phrase et qui provoquent des choses chez nous, positives ou négatives, mais voilà, la parole est super importante. Donc, il y a des pratiques autour de la parole. Une pratique que je ne pratique pas beaucoup à l'instant précis, en tout cas, c'est d'utiliser le silence comme allié, donc de laisser des silences qui permettent d'avoir une conversation d'écouter. Donc, la parole n'est rien s'il n'y a pas de silence aussi entre les mots et si on n'écoute pas aussi. La pratique, c'est aussi la pratique de la parole bienveillante. Une des choses les plus ordinaires dans le monde de l'entreprise, c'est se plaindre, c'est dire du mal d'un tiers qui n'est pas là. Apprendre à maîtriser sa parole, à garder pour soi les mots qui auraient envie de sortir, mais voilà, on se rend compte que ces mots sont là et qu'ils ne sont pas nécessaires. Donc, garder une parole bienveillante. L'art de poser des questions, donc d'utiliser la parole pour écouter. L'attention prêtée aux mots, au choix des mots, et l'attention au contexte dans lequel ils sont exprimés sont des pratiques clés. Quatrième secret, vous vous rendez compte, on a déjà fait plus de la moitié des secrets. Le secret numéro 4, l'idée qu'il faut d'abord accepter le réel avant de vouloir le transformer. Lacan disait, le réel, c'est quand on se cogne. C'est quand, à un moment donné, ça résiste. Souvent, on a envie de bouger les choses, on a envie de changer les autres, on a envie de transformer le monde, mais un peu de force. Or, une idée clé, c'est qu'avant de vouloir aller quelque part ailleurs, il faut d'abord être pleinement là où on est. Donc, il faut d'abord accepter le réel, accepter la réalité. Et donc, avoir une influence sur le monde demande d'abord de s'ajuster au monde. Tous ceux qui sont intéressés à la vente savent que la première chose que doit faire un vendeur, c'est d'écouter, c'est de s'ajuster à l'univers de celui qui vient le voir. Donc, ça n'est pas de le forcer. Donc, c'est à la fois par la présence, par l'acceptation de ce qui est, même si c'est désagréable. À un moment donné, accepter la réalité de ce qui est avant de vouloir le modifier. Sortir du déni, donc pas avoir les yeux fermés, regarder en face la réalité, y compris quand elle est douloureuse ou difficile. Stephen Covey, qui est un auteur prolifique, avait écrit un livre qui s'appelle « Les 7 habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent ». Et non, pas la première, une des premières habitudes relationnelles, c'était chercher d'abord à comprendre avant d'être compris. Voilà, donc vraiment être dans une démarche d'ajustement. Donc, l'idée, plutôt que d'être dans le mais, être dans le et, accepter. C'est ce qu'on utilise en improvisation théâtrale. Quand on fait de l'improvisation théâtrale, et je vous engage à tester la chose, un des jeux essentiels ou une des leçons essentielles, c'est d'apprendre à dire oui et. Prendre la proposition de l'autre, dire oui et ajouter quelque chose plutôt que de résister, ce qui créerait une improvisation complètement ratée. Et pareil, dans l'univers qui est l'aïkido, une des grands mouvements, c'est un mouvement qui accompagne l'autre, le retourne doucement et gentiment en l'amenant à regarder une réalité différente, mais en ayant d'abord accepté son mouvement. Donc, ce oui au réel, il est très clé. Il y a des pratiques qui permettent de travailler ce oui. Il y a une pratique créée par quelqu'un qui s'appelle Byron Katie. La pratique s'appelle The Work, le travail en français. Elle est gratuite, on la trouve sur Internet. Elle a écrit un livre qui s'appelle Aimer ce qui est. Et elle apprend à aimer le réel. Il y a des processus
un processus que j'aime beaucoup qui s'appelle le processus de la présence. Il y a différentes manières d'apprendre. L'improvisation théâtrale, la pratique du jazz, c'est une vraie pratique d'acceptation de ce qui vient, parce qu'il vient des fausses notes, mais il faut faire avec, il vient des choses qui ne sont pas forcément prévues. Sixième secret, on est bientôt, je vous rassure, ça veut dire que nous avançons et que on est bientôt au septième. Prendre conscience de ces modèles mentaux. Un modèle mental, c'est un peu représenté sur la gauche, c'est l'idée qu'il y a des réseaux de croyances, de représentations dans notre cerveau, et que ce réseau de représentation dicte notre interprétation du monde. Les modèles mentaux sont notre machine à interpréter de manière plus fine. Et c'est fait de plusieurs sous-modèles. Par exemple, il y a des modèles situationnels. Si vous arrivez dans un webinar, vous attendez qu'il y ait quelqu'un qui parle, qu'il y ait un écran, que vous branchez votre chose, qu'il y a un certain nombre d'attentes sur ce qui va se passer, c'est un modèle mental. Puis il y a des modèles mentaux plus de société. Une société peut avoir un modèle mental collectif qui dit c'est comme ça qu'on fait, mais qui n'est pas forcément conscient. Je travaillais avec nos amis d'Air Canada, il y avait un modèle mental qui disait les pilotes, pour être CEO, il faut avoir été pilote. C'était dit nulle part, mais ça faisait partie d'une règle non écrite, inconsciente. Voilà. Et donc, on a tous un ensemble de modèles mentaux qui nous travaillent et dont on n'a pas forcément conscience. Il y a des techniques pour apprendre à les identifier. Il y a des pratiques qui permettent de les identifier. Une, par exemple, c'est de s'intéresser aux surprises. L'idée même d'une surprise, si je suis surpris à un moment donné, c'est qu'il y a un modèle mental, ma machine à interpréter, ma machine à prévoir a été pris en défaut, et c'est extrêmement intéressant. Une surprise, ça veut dire que j'avais un modèle mental qui n'était pas tout à fait adapté. Et donc, plutôt que aller explorer ce qu'il y a derrière la surprise dans ma représentation du monde, c'est une manière de travailler ces modèles mentaux. Être attentif aux contractions de mon corps. Si à un moment donné, je sens une tension, c'est aussi une surprise que m'envoie mon corps et qui me parle de la manière dont j'interprète le monde, des fois non mentalement. Et donc, la pratique de la curiosité, intérieure-extérieure, sont des pratiques essentielles pour travailler ces modèles mentaux. 6 bis secret. Un des modèles mentaux fondamentaux qui nous habitent, c'est le modèle mental réactif ou le modèle mental créatif. Le modèle mental réactif, c'est symbolisé on peut symboliser ça par cette ligne et ces deux espaces. Il y a un espace sous la ligne. Quand je suis dans ce modèle mental-là, je suis défensif, j'ai envie d'avoir raison, je me protège, je cherche la sécurité avant tout. Et il y a tout un ensemble de représentations du monde qui vont avec. Quand je suis dans le modèle mental créatif, je suis ouvert, je suis curieux, j'ai envie d'apprendre, j'ai confiance dans moi, j'ai confiance dans les autres, j'ai confiance dans que l'univers ne me veut pas du mal. Et ces deux modèles sont antithétiques, on est dans l'un ou dans l'autre. Quelle heure il est? C'est un petit peu court. Il y a une très bonne vidéo que je vous mettrai dans un mail de suivi de ce webinaire fait par mes amis du Conscious Leadership Group qui montre qui illustre cette idée de modèle mental réactif, créatif et d'apprendre à se situer par rapport à ces deux modèles mentaux. Donc, il y a des pratiques qui est apprendre à savoir où je suis. Est-ce que je suis dans un mode réactif? Je suis en train de me protéger, je veux avoir raison, je veux contrôler, je veux absolument que les autres m'acceptent. Est-ce que je suis dans une forme de peur? Ou est-ce qu'au contraire, c'est mon désir, c'est ma passion, ce qui s'exprime? Et encore une fois, explorer les contractions qui vont avec la réactivité est une manière d'en prendre conscience. 7e secret, nous arrivons au bout, devenir un maître du contexte. Qu'est-ce que veut dire être un maître du contexte? En fait, le contexte est clé. Le contexte est ce qui donne du sens à un moment donné à ce qui est en train de se produire. Je me souviens d'être revenu devant chez moi un jour, il y avait des voitures garées, puis il y avait plein de places, il y avait une voiture qui était exactement garée entre deux places.
Et dans le contexte que je voyais là, la seule interprétation que j'avais, moi, était c'est vraiment c'est un mal élevé, quoi. Il prend 2 places avec sa voiture. Jusqu'à ce qu'un jour, je vienne me garer, je me rends compte qu'il y avait des voitures qui étaient toutes mal garées. Je me suis moi-même garé entre 2 places, mais parce que je prenais la place qui restait. Et quand je suis revenu le lendemain matin, ma voiture était garée sur 2 places. Ce que je veux dire par là, c'est que le contexte dans lequel les choses, c'est à la fois ce qui donne du sens, mais c'est aussi un leader conscient est quelqu'un qui sait créer un contexte, qui sait inventer le contexte, qui sait fixer le contexte. On disait de Steve Jobs qu'il, dans les keynotes où il présentait de nouveaux produits, qu'il créait un champ de distorsion de la réalité. C'est ça l'idée d'être un maître du contexte. Créer un contexte tel que le sens que je veux faire émerger ou la vision que je veux faire émerger est visible, est tangible. Donc, ça va avec la capacité de raconter des histoires, ça va avec la capacité de jouer sur les contextes. Une pratique super intéressante, c'est la photographie. Parce que la photographie, c'est tout. On a un appareil, on choisit un cadre, et suivant le cadre qu'on donne, la photographie aura un sens différent. Donc, c'est une manière d'apprendre à jouer du contexte, à jouer du cadre pour donner un sens ou pour mettre l'attention sur quelque chose qui ne serait pas visible autrement. Donc, apprendre à jouer avec les contextes est essentiel. Et puis, un dernier secret, bis, qui va un peu avec la notion de contexte, parce qu'un des éléments clés de mon contexte, c'est où je suis et donc quelle perspective j'ai sur le monde à un moment donné. Ça fait partie de mon contexte. Et donc, suivant l'endroit où je suis dans le monde, je ne verrai pas la même chose. Là, je vous ai mis une photo qui était la couverture d'un livre que j'ai adoré, qui s'appelait Gödel, Escher et Bach. Vous voyez, ces 2 objets qui sont éclairés, mais suivant la direction dans laquelle ils sont éclairés, ce qu'ils montrent est différent. Donc, ça veut dire aussi que suivant la direction dans laquelle on les regarde, ce qu'on voit est différent. Et donc, le même objet peut, suivant la manière dont on le regarde, être vu totalement différemment. Et de bonne foi, c'est-à-dire quelqu'un qui est situé à droite ou à gauche, ou en bas ou en haut, aura des vues différentes liées au contexte de sa position dans l'espace par rapport à la... Et garder conscience de ça, apprendre à jouer avec ça, est quelque chose d'important. Je vais conclure rapidement sur un point. Quand on dit leader, on dit aussi, donc, on parle aussi souvent de suiveur. Donc, un leader, il mène, et puis il y a d'autres qui suivent. Mais quand on est dans le leadership inconscient, pour mener les autres et pour se mener soi-même, on utilise des qualités, sa volonté, son intelligence, sa relation, mais de manière réactive, c'est-à-dire sans réfléchir comment je les utilise en mode pilote automatique. Et d'une certaine manière, je suis en train de suivre mon propre conditionnement, mes croyances, mes désirs, mon éducation. Donc, je suis à la fois en train de mener, mais de manière inconsciente. Je suis aussi mené moi-même par mes propres conditionnements. L'idée, c'est que plus on devient conscient en tant que leader, plus le fait de mener ou de suivre sont une seule et même chose, consciente. Et la métaphore que j'aime par rapport à ça est celle de la danse. Quand on danse, alors la danse c'est souvent à 2, il peut y avoir quelqu'un qui mène, mais quand la danse est vraiment totalement réussie, on ne sait plus qui mène et qui suit. C'est-à-dire à la fois chacun mène et chacun suit. On n'est pas dans un mode où le danseur ou la danseuse tire son partenaire et le bouge comme si c'était une marionnette. À un moment donné, il y a un ajustement et chacun suit et mène l'autre. Donc, à mon sens, quand on est dans le leadership conscient dans sa forme la plus aboutie, ou dans les moments où on est le plus abouti, cette distinction entre mener et suivre perd son sens parce qu'on est ajusté à ce qui se passe et qu'on est juste à la bonne place. Voilà, avant qu'on passe peut-être à quelques questions, quelques ressources que je vous ferai suivre par mail sur des livres. Maîtriser l'art du leadership de Bob Anderson montre comment passer de leader réactif à créatif et montre les étapes, les 5 engagements du leadership conscient. Il y a toute une série de livres qui ont exploré le sujet, qui valent la peine pour qui veut l'étudier de lire.
Et puis puisque je vous en ai parlé, nous organisons avec nos amis de Dayline, de Decidem, et donc ma société qui c'est 5x5, un atelier sur les fondements du leadership conscient. C'est l'idée, au lieu d'en parler, essayons de vivre quelque chose ensemble, donc de faire l'expérience, à travers différentes expériences, de ce que ça peut vouloir dire, pour une fois qu'on l'a vécu, pouvoir le revivre et pouvoir l'intégrer dans sa pratique. C'est évidemment un moment qui ne se suffit pas en soi, mais qui est un moment essentiel pour comprendre de quoi il s'agit et pour démarrer le travail. Donc les bénéfices sont pour moi multiples. Attendez, est-ce que j'ai... Ça a totalement changé Attendez, voilà, j'ai quelqu'un qui est devenu un ami, mais qui était un chef d'entreprise avant ça. Mais dans ce stage, on a tendance à créer une connexion assez forte. Et donc, à la question « Qu'est-ce que ça t'a apporté ?» que lui posait quelqu'un, voilà la réponse qu'il a faite, qui a été enregistrée. Ça a totalement changé ma vision, mais pas ma vision juste de leadership. Une forme d'approche, comment dire, un changement dans mon approche, le rapport à la réalité. Ça a changé mon rapport à la réalité, ça a changé le rapport à ma réalité, c'est-à-dire comment je peux me mouvoir moi dans la réalité. Peut-être ça a changé la façon dont la réalité arrive dans mon cerveau et ce que j'en faisais. Et par conséquent aussi ma façon de diriger ma boîte. Voilà. Alors, ça n'a pas changé son accent, il est toulousain, mais c'est vrai que d'une certaine manière, ça ouvre une porte pour changer le rapport au réel. C'est ce que j'aime d'ailleurs dans ce chant. Il y a un petit côté magique pour moi de cette expérience. Il y a des bénéfices réels. On couvre différentes choses. Les 7 stades du développement dont j'ai parlé, aller explorer les modèles mentaux, comprendre les modèles qui empêchent d'avancer, et puis explorer les modèles réactifs, réactionnels, et les modèles créatifs, le tout à travers des expériences. Donc, c'est ça la promesse de cet atelier, qui est soit en présentiel, soit qui sera aussi fait sur plusieurs soirées, à raison de 2 heures, tous les lundis pendant 7 lundis, ou tous les lundis pendant 7, enfin, le premier lundi de chaque mois pendant 7 mois. Voilà, vous savez tout. Bon, c'était un peu intense, mais en 1 heure, nous avons fait un petit tour. Donc, vous êtes absolument les bienvenus si vous avez si vous souhaitez poser des questions. J'en vois une qui a été posée, peut-être. Non.